Le PDG millionnaire rentre plus tôt du travail et surprend sa femme de ménage protégeant son fils en fauteuil roulant de sa belle-mère. Ce qui arrive choque tout le monde. La pluie tombait doucement sur les vastes jardins de la demeure Moreau, dissimulant sous un rideau d'eau les silhouettes sculptées des haies taillées avec précision. Guillaume Moreau, 40 ans dans quelques semaines, dirigeait l'un des groupes technologiques les plus influents de France. Pourtant, ce jour-là, c'était loin de ses chiffres d'affaires à 8 chiffres que ses pensées dérivaient. Une réunion importante à Genève avait été annulée à la dernière minute, et il avait choisi de ne pas prévenir sa famille de son retour anticipé à Lyon. Il aimait parfois ces surprises, celles qui permettent de voir ce que le quotidien dissimule quand les regards sont attendus. Il gara sa berline noire devant l'entrée principale, laissant le moteur ronronner quelques secondes de plus, comme s'il hésitait à franchir ce seuil familier. Sa maison, élégante mais sobre, trônait sur les hauteurs de Sainte-Foy-les-Lyons, à l'abri des regards. C'était un lieu qu'il avait imaginé pour protéger ceux qu'il aimait. Sa femme, Sandrine, et son fils Louis, 9 ans, atteint d'une forme sévère de dystrophie musculaire qui l'avait privé de l'usage de ses jambes. Un enfant vif, curieux, au regard plus mature que son âge. Guillaume coupa le contact et sortit de la voiture, évitant les flaques sans vraiment y penser. À mesure qu'il approchait de la porte d'entrée, un détail lui parut étrange. Il n'y avait pas le moindre bruit. Habituellement, même à cette heure de l'après-midi, on pouvait entendre de la musique classique s'échapper de l'enceinte du salon ou le rire de Louis en conversation avec Camille, la jeune femme chargée de l'entretien de la maison. Elle venait tous les après-midi depuis presque 2 ans, une présence discrète, toujours polie, toujours à sa place. Il introduisit la clé doucement dans la serrure, entr'ouvrit la porte en silence. L'intérieur baignait dans une lumière pâle, filtrée par les vitres trempées. Il referma doucement derrière lui, laissant son manteau dégouliné sur le carrelage de l'entrée. Pas de voix, pas de pas, pas même le bruit rassurant du fauteuil roulant de Louis. L'air semblait figé, suspendu à quelque chose d'invisible. Il fit quelques pas, traversa le hall en direction du salon. Chaque pas résonnait étrangement fort dans l'espace. Il s'arrêta un instant près du grand miroir mural, ajusta le col de sa chemise par réflexe. Une tension diffuse s'infiltrait dans ses gestes. Il connaissait trop bien sa maison pour ne pas percevoir l'anomalie de ce silence. En approchant du seuil du salon, il perçut enfin quelque chose. Une respiration saccadée, peut-être. Il se pencha légèrement, juste assez pour voir à travers l'ouverture sans être vu. Ce qu'il découvrit alors le cloua sur place. Louis était là, dans son fauteuil, les joues trempées de larmes, les mains crispées sur les accoudoirs. Devant lui, Camille, le dos légèrement courbé, adoptait une posture de défense évidente, comme si elle cherchait à former un rempart entre l'enfant et Sandrine. Sa femme, droite, immobile, la mâchoire contractée, les bras croisés, regardait la scène avec une distance glaciale, presque clinique. Guillaume se redressa sans bruit, le cœur battant fort contre ses côtes. Il ne comprenait pas. Pourquoi son fils pleurait-il ainsi? Pourquoi Camille, habituellement si effacée, se dressait-elle ainsi face à Sandrine? Et surtout, pourquoi ce regard chez sa femme, ce regard qu'il ne lui avait jamais vu auparavant? Il resta quelques secondes encore à observer, comme s'il espérait que tout cela ne soit qu'un malentendu. Mais la posture du corps de Louis, sa respiration haletante, la détresse dans ses yeux, tout cela ne mentait pas. Il inspira profondément, réajusta la manche de sa veste, puis entra dans la pièce sans un mot. Aussitôt, le silence changea de texture. Camille se redressa brusquement, surprise. Sandrine fit un léger mouvement de recul, comme prise en faute. Louis, lui, leva les yeux vers son père avec une expression mêlant espoir et peur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Guillaume, d'une voix calme mais tranchante. Aucune réponse immédiate. Camille ouvrit la bouche, puis la referma. Sandrine détourna le regard. Louis, lui, serra les lèvres, comme pour empêcher un cri de franchir la barrière de ses dents. Le calme était trompeur. Une tempête venait de naître, silencieuse, mais inévitable. Guillaume franchit le seuil du salon avec une lenteur presque étudiée, mais dans ses yeux brillait une intensité glaciale. Il scrutait chacun des visages présents, tentant de capter les traces invisibles de ce qui venait de se produire avant son arrivée. Le silence qui s'était installé dès qu'il avait posé un pied dans la pièce n'avait rien d'un silence d'accueil. C'était un silence dense, saturé de tension, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Louis sanglotait encore faiblement, son petit torse se soulevant par à-coups.
le visage rouge et couvert de larmes séchées. Camille, à genoux devant lui, posait une main tremblante sur la poignée du fauteuil, comme si elle craignait qu'on le lui arrache. Sandrine, de son côté, gardait une posture rigide, presque théâtrale, le regard tourné vers la fenêtre, refusant manifestement de croiser les yeux de son mari. Guillaume avança lentement dans la pièce, chacun de ses pas résonnant comme un verdict. Il ne dit rien immédiatement. Il observa d'abord méthodiquement comme un homme habitué à déchiffrer les zones d'ombre. Il vit les yeux rougis de Camille, ses mains sales d'avoir touché le sol en se précipitant vers Louis, sa blouse légèrement froissée. Il vit aussi l'expression figée de Sandrine, ce mélange de mépris voilé et de fierté blessée. Mais ce fut vers Louis que ses yeux finirent par se poser avec plus d'insistance. « Louis, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la voix basse mais ferme, coupant l'air comme une lame. L'enfant tenta de parler, mais seuls des hoquets confus sortirent de sa bouche. Il essuya maladroitement son visage avec la manche de son pull, tandis que Camille, encore agenouillée, posa une main rassurante sur son bras. Il pleurait, dit-elle enfin, d'une voix étouffée. Je suis arrivée dans le salon quand j'ai entendu des cris, très forts. Et puis, elle s'interrompit, les yeux brillants d'un éclat douloureux, se tournant vers Sandrine comme si chaque mot qu'elle prononçait la mettait en danger. Guillaume sentit une colère froide monter dans sa gorge. Il se tourna alors vers sa femme. « Sandrine ?» demanda-t-il, les sourcils légèrement froncés. « Tu veux bien m'expliquer ce que Camille essaie de dire à demi-mot ?» Elle se redressa légèrement, croisant les bras avec un soupir agacé, comme si la question même était une offense à son intelligence. « Camille exagère, comme toujours, » répondit-elle d'un ton sec. « Elle dramatise tout. Je n'ai rien fait de mal. J'ai seulement dit à Louis qu'il devait arrêter de se comporter comme un enfant roi, que ce n'était pas parce qu'il était dans sa situation, qu'il pouvait tout exiger. » Le silence retomba brutalement. Camille baissa les yeux. Guillaume resta immobile, figé. Louis, lui, éclata de nouveau en sanglots, cette fois plus fort, plus désespéré. « Elle a dit que j'étais un fardeau », s'écria-t-il, entre deux sanglots. « Elle a dit que j'étais la raison pour laquelle vous étiez toujours fatigué, toujours absent, qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. » Guillaume sentit son estomac se nouer. Il n'avait jamais entendu son fils parler ainsi. Ce n'était pas de simples caprices. C'était une douleur réelle, brute, immédiate. Il se pencha vers lui, posant une main sur son épaule. « Personne n'a le droit de te faire sentir ça, Louis, » murmura-t-il. « Personne. » Puis, se redressant, il fixa Sandrine avec une intensité glaciale. Elle ne broncha pas. « Tu as dit ça? Tu l'as vraiment dit à notre fils? Tu l'as regardé dans les yeux et tu lui as balancé qu'il était un fardeau ?» Elle haussa les épaules, visiblement agacée d'être confrontée ainsi devant Camille. « Tu n'étais pas là, Guillaume. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, de vivre avec cette pression au quotidien. Toujours devoir faire attention, toujours devoir tout organiser autour de lui. Je n'ai jamais rien dit pendant des années, mais à un moment, il faut que la vérité sorte. Ce n'est pas moi, ce rôle-là. Je ne suis pas faite pour ça. Et toi non plus, d'ailleurs. » Camille serra les poings. Elle se leva lentement, sa voix tremblant encore d'émotion, mais porteuse d'une colère maîtrisée. « Ce n'est pas un rôle, c'est un enfant. Un petit garçon qui a besoin de stabilité, d'amour, pas d'être jugé pour une condition qu'il n'a pas choisie. Et vous lui avez parlé comme à un poids mort. Tu n'as aucune légitimité pour me juger, » répliqua Sandrine, le regard noir. « Tu n'es qu'une employée, une femme de ménage. Tu fais ton travail et tu disparais. Ne t'avise plus jamais d'intervenir dans mes affaires familiales. » Guillaume s'interposa, les mâchoires contractées. « Elle a plus de légitimité que toi aujourd'hui, parce qu'elle a montré plus de cœur en 5 minutes que toi en 5 années. » Il y eut un silence pesant. Sandrine se détourna, les yeux brillants, mais pas de larmes, de rage plutôt. Camille, elle, posa à nouveau sa main sur l'épaule de Louis qui s'était calmé, épuisé par l'émotion. « Je suis désolée, Louis, » murmura-t-elle. « Je suis désolée de ne pas être arrivée plus tôt. » Mais Louis secoua doucement la tête, son regard cherchant celui de son père. « Papa, tu crois Camille? Tu crois ce que j'ai dit ?» Guillaume s'agenouilla à son niveau, lui prenant la main. « Je te crois, mon garçon, et je te promets que plus jamais personne ne te fera sentir aussi mal dans ta propre maison. » La tension s'était déplacée, devenue une promesse silencieuse de changement. Ce que Guillaume avait vu ce jour-là ne pouvait plus être ignoré. L'image de sa famille parfaite venait de se fissurer, dévoilant une réalité plus sombre.
Une réalité que, désormais, il ne laisserait plus dans l'ombre. Le lendemain matin, un silence pesant régnait dans la maison Moreau. Le ciel était couvert, comme s'il s'était mis d'accord avec l'atmosphère intérieure pour ne laisser passer aucune lumière. Guillaume n'avait presque pas dormi. Il avait passé la majeure partie de la nuit à marcher dans le salon, repassant mentalement chaque mot, chaque regard échangé la veille. Les pleurs de Louis, la posture défensive de Camille, l'indifférence glacée de Sandrine. Rien de ce qu'il avait vu ne pouvait être balayé d'un revers de main. Quelque chose de profond, d'invisible jusqu'alors, avait été révélé. Et il savait que ce n'était pas un événement isolé. Au petit déjeuner, la tension était palpable. Louis ne voulait pas descendre de sa chambre. Il avait prétexté une douleur au ventre, mais Guillaume savait que c'était un refus. Il avait demandé à Camille de rester, même si son contrat ne couvrait pas les matinées. Elle avait accepté sans poser de questions, avec ce regard discret mais vigilant qu'il lui découvrait seulement maintenant. Guillaume prit son café debout, adossé au comptoir de la cuisine. Sandrine entra, vêtue d'un tailleur crème, prête à partir pour une réunion. Elle évita soigneusement de croiser son regard. Il l'observa un instant en silence, puis parla d'une voix posée, mais ferme. « On doit parler. » Elle s'arrêta, ses doigts se crispant légèrement sur la anse de son sac à main. Elle ne répondit pas, mais s'assit, croisant les jambes avec une fausse nonchalance. « Très bien, je t'écoute. » Guillaume la fixa, tentant de retrouver dans ses traits quelque chose de familier, quelque chose de l'amour qu'il avait connu autrefois. Mais ce qu'il voyait maintenant, c'était un masque, un rôle parfaitement maîtrisé, mais qui ne tenait plus face à la vérité. Ce que j'ai vu hier, Sandrine, ce que j'ai entendu, ce n'est pas une simple erreur de jugement, c'est une violence. Et pas la première, j'en suis sûr maintenant. Elle leva les yeux au ciel. Tu exagères. Tu as toujours été trop sensible dès qu'il s'agissait de Louis. Tu refuses de voir qu'il a aussi ses caprices, ses excès. Tu le protèges à l'excès, et tu m'accuses de cruauté quand j'essaie de poser des limites. Il secoua la tête lentement. Ce n'était pas une limite, c'était une attaque. Il avait peur, réellement peur. Et Camille s'est interposée, parce que toi, sa belle-mère, tu étais en train de le briser. Elle se leva brusquement, la chaise raclant contre le carrelage. Ne commence pas à faire de cette fille une sainte. Tu sais très bien qu'elle te manipule. Elle joue sur ton émotion, sur ta culpabilité. Ce genre de femme sait comment s'infiltrer dans les failles d'une famille. Guillaume sentit la colère monter, mais il la contint. Il savait que s'il se laissait emporter, il risquait de perdre l'essentiel. Camille n'a rien dit. C'est Louis qui a parlé. C'est lui qui m'a raconté ce que tu lui disais, ce que tu lui faisais subir quand j'étais absent. Elle n'a fait que confirmer, à contre-cœur. Et encore, je sens bien qu'elle ne m'a pas tout dit. Sandrine resta silencieuse quelques secondes, son visage figé dans une expression indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu veux, Guillaume? Que je m'excuse? Que je fasse semblant d'aimer cet enfant comme s'il était le mien? Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as toujours su que je n'étais pas faite pour ça. Je n'ai jamais voulu ce rôle. » Il la regarda, abasourdi par la brutalité de ses mots. Il aurait voulu croire à une provocation, à un élan de colère. Mais il savait que c'était la vérité, nue, sans filtre. Tu ne l'as jamais dit aussi clairement. Tu n'as jamais voulu l'entendre. Cette phrase claqua comme une gifle. Il recula d'un pas, soudain épuisé. « Tu peux partir, Sandrine. Va à ta réunion. Je m'occuperai de Louis. » Elle le regarda une dernière fois, puis tourna les talons sans un mot. Une fois seul, Guillaume monta les escaliers lentement, comme si chaque marche le rapprochait d'un fardeau qu'il n'était pas prêt à porter seul. Il frappa doucement à la porte de la chambre de Louis. « C'est moi. » La voix de l'enfant répondit faible. « Entre. » Il entra. Louis était assis près de la fenêtre, les jambes enveloppées dans une couverture, son regard perdu dans le jardin. « Tu as mal ?» demanda Guillaume. « Non. » Guillaume s'assit à côté de lui, sans parler. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était plein de choses qu'un enfant ne devrait jamais avoir à formuler. « Elle m'a dit que j'étais la raison pour laquelle maman est morte, que si tu n'avais pas eu à t'occuper de moi, tu ne l'aurais pas tant négligée, que c'est pour ça que tu as fini par te remarier avec elle. » Guillaume sentit son cœur se briser en un millier d'éclats. Il ferma les yeux un instant, tentant de maîtriser le flot d'émotions. « Louis, c'est faux. Ta mère t'aimait plus que tout, et sa maladie n'a rien à voir avec toi. Rien. Ce que Sandrine t'a dit est monstrueux.
L'enfant hocha lentement la tête, mais le doute restait visible dans ses yeux. Guillaume posa une main sur son épaule. « Je vais faire ce qu'il faut, je te le promets. » Plus tard, alors qu'il redescendait au rez-de-chaussée, il trouva Camille dans la cuisine, les yeux cernés, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé. « Camille, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» Elle leva les yeux vers lui, hésitante. « Je ne savais pas si j'avais le droit. C'est votre maison, votre femme. Et moi, je suis juste celle qui passe la serpillière. J'avais peur qu'en disant quelque chose, je perde mon travail. Et je ne voulais pas qu'on pense que je faisais ça pour me faire bien voir. » Guillaume s'approcha, s'adossa au plan de travail face à elle. « Mais tu l'as quand même fait, parce que je n'ai pas supporté de le voir pleurer comme ça. Je ne pouvais plus me taire. » Guillaume hocha la tête, pensif. Un conflit bien plus profond que ce qu'il imaginait se dessinait devant lui. Et il n'allait pas se résoudre avec des mots creux ou des compromis de façade. Il allait devoir affronter une vérité qu'il avait trop longtemps ignorée. La journée s'était écoulée lentement, comme figée dans un étau de malaise. Camille, après avoir assuré la toilette de Louis et préparé un déjeuner simple, avait rangé ses affaires en silence, attendant que Guillaume lui dise s'il souhaitait qu'elle reste plus longtemps. Mais il n'avait rien dit. Il passait d'une pièce à l'autre, comme un homme incapable de s'arrêter, ruminant chaque détail, chaque souvenir. Il ne savait plus depuis quand il fermait les yeux sur certaines attitudes de Sandrine, depuis quand il justifiait ses absences, ses sautes d'humeur, ses commentaires sur la fragilité émotionnelle de Louis. Il avait voulu croire que tout s'ajusterait avec le temps, que le lien entre une belle-mère et un enfant handicapé finirait par se tisser. Il s'était menti. Vers 17 heures, Sandrine rentra. Elle avait prévenu par message qu'elle ne resterait pas dîner. Guillaume l'attendait dans le bureau, assis dans le fauteuil de cuir, les stores à demi fermés, la lumière du soir filtrant à peine. Elle entra sans frapper, son parfum trop fort pour une fin de journée précédant son pas décidé. « Alors, tu veux encore qu'on parle de la scène d'hier ?» lança-t-elle, avant même qu'il ne dise un mot. « J'espère que tu as eu le temps de réfléchir avec un peu plus de lucidité. » Guillaume leva les yeux vers elle. Il ne répondit pas immédiatement. Il la laissa s'approcher, poser son sac sur le canapé, croiser les bras avec cette attitude distante qu'elle adoptait dès qu'elle se sentait acculée. « Je veux comprendre, dit-il enfin. Je veux comprendre ce qui t'a poussé à dire de telles choses à un enfant, à mon fils. Ce qui m'a poussé. Tu veux vraiment qu'on entre là-dedans, Guillaume? Très bien. Ce qui m'a poussé, c'est des années à me plier à une vie qui ne me convenait pas. Des années à devoir composer avec un enfant qui n'est pas le mien, qui demande une attention constante, qui accapare tout ton temps, toute ton énergie, toutes tes pensées. Et pendant ce temps, moi, je me taisais. Je souriais. Je faisais semblant. Guillaume se leva lentement, chaque geste pesé, son regard fixé sur elle. « Tu n'as pas fait semblant, Sandrine. Tu t'es absentée. Physiquement, émotionnellement. Tu n'as jamais voulu faire partie de cette famille. Tu as accepté ce mariage pour les apparences, le confort, le statut, pas pour l'amour d'un homme avec un enfant malade. Ne me fais pas passer pour une arriviste, s'écria-t-elle indignée. J'ai sacrifié beaucoup plus que tu ne crois. J'avais une carrière prometteuse à Paris. J'ai laissé tomber mes projets pour venir vivre ici, dans cette maison étouffante, à tourner en rond pendant que tu passais tes journées en réunion et que lui demandait toute l'attention, toute la compassion, toute la patience qu'on aurait dû partager à deux. Tu n'as rien partagé, Sandrine, répondit-il d'une voix plus basse. Tu as supporté. Ce n'est pas la même chose. Et maintenant que tout est mis à nu, tu refuses même d'admettre la gravité de ce que tu as fait subir à Louis. Elle secoua la tête, un rire nerveux lui échappant. Et quoi maintenant? Tu veux que je parte? Tu veux briser ce mariage sur la base d'une crise de larmes d'un enfant capricieux et du témoignage d'une employée sentimentale? Ne te cache pas derrière la hiérarchie sociale. Camille a été plus mère pour Louis en quelques semaines que toi en 3 ans. Elle l'a protégé. Elle a vu ce que je refusais de voir. Et si tu veux savoir ce que je veux, oui, je veux que tu partes. Pas seulement pour lui, mais pour moi aussi. Parce que je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Sandrine blêmit. Elle resta figée, comme si elle n'avait pas vraiment cru qu'il oserait le dire. Tu vas tout gâcher, Guillaume, pour un moment d'émotion. Tu crois vraiment qu'elle est innocente, cette fille? Tu crois qu'elle n'a pas vu l'opportunité? Le veuf riche, l'enfant vulnérable, la maison pleine de secrets à exploiter? Tu crois qu'elle est restée par bonté d'âme? Je crois qu'elle est restée parce que toi, tu étais absente. Et elle a rempli un vide,
pas par calcul mais par humanité. Elle prit son sac d'un geste brusque, son visage décomposé par la rage. « Tu vas le regretter. »« Peut-être, mais pas autant que de continuer à vivre avec une femme qui méprise mon fils. » Elle sortit sans un mot de plus, claquant la porte derrière elle. Le bruit résonna dans les murs comme un écho d'adieu. Guillaume resta immobile, les bras le long du corps, la respiration lente. Il ne ressentait pas de soulagement, pas encore, seulement une forme de clarté douloureuse. Il venait de couper un lien qui, depuis longtemps, ne tenait plus que par l'illusion. Il ne savait pas ce que cela allait provoquer autour de lui, mais il savait que c'était nécessaire. 1 heure plus tard, alors qu'il montait voir Louis, il le trouva éveillé, les yeux grands ouverts dans le demi-jour de la chambre. Camille était assise à côté de lui, un livre à la main, mais elle ne lisait pas. Elle attendait, silencieuse. « Elle est partie ?» demanda Louis. Guillaume hocha la tête. « Oui, et elle ne reviendra pas. » L'enfant ne répondit pas. Il tourna simplement la tête vers la fenêtre, où les premières lumières de la ville commençaient à briller. Après un moment, il murmura « Je ne suis pas un fardeau ?» Guillaume s'approcha, posa une main sur sa joue. « Tu es tout pour moi. » Camille détourna le regard, les yeux brillants, mais elle ne dit rien. Ce n'était plus le moment des mots. Ce soir-là, un chapitre venait de se refermer. Un autre s'ouvrait, incertain, mais empreint d'une vérité que plus personne ne pourrait faire taire. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère nouvelle, faite d'un mélange de soulagement et d'inconfort. La maison semblait soudainement plus vaste, plus silencieuse, comme si le départ de Sandrine avait libéré un poids longtemps contenu dans les murs. Guillaume, bien que résolu dans sa décision, n'en sortait pas indemne. Il passait de longs moments auprès de Louis, reprenant des gestes simples qu'il avait délégués, parfois par nécessité, parfois par fatigue. Il redécouvrait le rythme de son fils, ses besoins, mais surtout ses silences. Camille, quant à elle, restait discrète, plus encore qu'à l'habitude. Elle exécutait ses tâches avec soin, sans éclat, sans jamais s'imposer. Un après-midi, alors que la lumière douce d'un soleil timide traversait les vitres du salon, Guillaume entra sans faire de bruit. Camille était assise près de Louis qui dessinait avec difficulté, tenant son crayon d'une main incertaine mais volontaire. Guillaume observa la scène un instant, sans être vu. La patience de Camille, sa manière de l'encourager sans jamais corriger, son sourire discret quand Louis parvenait à tracer une ligne droite. Il y avait là une forme d'attention qu'il n'avait que trop rarement perçue chez ceux qui avaient croisé la vie de son fils. Il fit alors un pas dans la pièce, attirant leur regard. « Je peux te parler, Camille ?» demanda-t-il, le regard fixé sur elle. Elle se leva immédiatement, le cœur battant un peu plus fort. Il y avait dans sa voix une gravité qu'elle n'avait encore jamais entendue. Elle suivit Guillaume jusqu'à la véranda, où il referma la porte derrière eux. Le silence du jardin automnal les enveloppait. Les feuilles mortes jonchaient la pelouse, témoins d'un changement de saison autant que d'une transition intérieure. « J'ai besoin de comprendre quelque chose, » dit-il, sans détourner les yeux. « Tu as dit que tu n'avais rien dit plus tôt parce que tu avais peur de perdre ton emploi. Je comprends cette prudence, mais tu savais ce qui se passait. Tu voyais Louis souffrir, et pourtant tu as attendu. Pourquoi ?» Camille baissa les yeux, cherchant les mots justes. Elle inspira profondément, puis releva la tête. « Ce n'est pas seulement la peur de perdre mon travail, monsieur Moreau. C'était aussi la peur de ne pas être crue. Je suis une employée, une simple femme de ménage. Qui aurait écouté ma parole contre celle de votre épouse? Et puis, il y a autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais osé vous dire. Quelque chose qui remonte à bien avant mon arrivée ici. » Guillaume fronça légèrement les sourcils, surpris par cette tournure. Il resta silencieux, l'invitant d'un regard à poursuivre. « Avant de travailler ici, il y a quelques années, j'étais bénévole dans une clinique spécialisée pour enfants en rééducation, à Villeurbanne. J'y passais mes après-midi, après mes heures de travail. J'y ai vu passer beaucoup d'enfants. Et parmi eux, il y avait un petit garçon en fauteuil roulant avec des yeux incroyablement vifs. Il ne parlait pas beaucoup, mais il souriait toujours quand on lui lisait des histoires. C'était Louis. Il avait 5 ans à l'époque. Guillaume sentit son cœur se serrer. Il se souvenait de cette période. Des mois de rééducation intense, de solitude, de doute. Lui-même était souvent absent, noyé dans les procédures médicales, les réunions avec les spécialistes. Il n'avait jamais su qui étaient toutes ces personnes qui avaient croisé la vie de son fils à ce moment-là. « Tu le connaissais avant même d'arriver ici ?» murmura-t-il, presque incrédule. « Oui,
Et c'est pour cela que j'ai postulé, quand j'ai vu l'annonce. Pas parce que je voulais m'infiltrer dans votre vie, mais parce que je savais qui était Louis. Et je savais que, même si ce n'était que pour nettoyer une maison, je pourrais être près de lui, l'aider un peu, le protéger peut-être. Guillaume s'éloigna légèrement, troublé. Il se passa une main dans les cheveux, tentant de rassembler ses pensées. Tout ce qu'il croyait savoir sur Camille prenait une nouvelle dimension. Sa présence, sa douceur, sa bienveillance. Rien n'était fortuit. Mais ce qui le déstabilisait le plus, c'était qu'elle n'en ait jamais parlé. Pourquoi ne rien avoir dit? Pourquoi garder ça pour toi tout ce temps? Parce que je ne voulais pas que vous croyiez que j'avais fait ça pour obtenir quelque chose. Parce que je ne voulais pas que Louis pense que je le voyais comme un devoir. Je suis resté dans l'ombre parce que c'est là que je pouvais l'aider sans qu'il se sente redevable. Et parce que je savais qu'un jour, peut-être, il aurait besoin de moi pour autre chose que le ménage. Guillaume la regarda longuement. Il voyait en elle une femme qui avait fait de la discrétion une forme de loyauté, qui avait préféré se taire plutôt que d'imposer une vérité dérangeante. Il sentit un mélange de gratitude et de culpabilité l'envahir. Tu as été là, depuis bien plus longtemps que je ne le savais. Et moi, je ne l'ai compris que maintenant. Camille sourit, un sourire triste mais sincère. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous l'ayez compris aujourd'hui. Il ne répondit pas. Il savait qu'aucune parole ne suffirait à rendre justice à ce qu'elle avait fait. Mais il se promit silencieusement de ne plus jamais ignorer cette vérité. Le soir venu, après avoir couché Louis, Guillaume s'assit seul dans son bureau. Il sortit d'un tiroir une vieille clé USB qu'il avait récupérée quelques jours plus tôt en rangeant des dossiers de l'époque de la construction de la maison. Par curiosité, il l'avait branchée sur son ordinateur. Il pensait y trouver des plans, des contrats, peut-être des devis. Mais parmi les fichiers, il y avait un dossier oublié. Une série de vidéos de la caméra de surveillance intérieure datant de plusieurs semaines. Il lança la première. On y voyait le salon, un après-midi banal, Sandrine et Louis. Une discussion d'apparence anodine qui tourna rapidement à l'humiliation. Une autre vidéo dans la cuisine. Les mêmes mots tranchants, les mêmes regards froids. Et Camille, toujours en retrait, intervenant seulement quand le ton dépassait la limite du tolérable. Guillaume resta figé devant l'écran. Ce qu'il voyait dépassait ce qu'il avait imaginé. Sandrine, implacable, insensible. Louis, rétréci dans son fauteuil. Et Camille, bouclier silencieux. Toujours là, toujours présente. Il n'y avait plus de doute possible. Ce soir-là, il comprit que certaines vérités se taisaient non pas par lâcheté mais par choix, et que parfois, les gestes les plus discrets étaient ceux qui protégèrent le plus. Le lendemain matin, Guillaume se leva plus tôt que d'habitude. Une tension sourde lui enserrait la poitrine, comme si le poids de toutes les révélations accumulées refusait de le laisser en paix. Il s'habilla sans bruit, traversa la maison plongée dans un demi-silence, ponctué seulement par le tic-tac régulier de l'horloge du couloir. Louis dormait encore, et Camille n'était pas encore arrivée. Guillaume entra dans son bureau et alluma son ordinateur. Les vidéos de la veille hantaient encore son esprit, mais ce n'était pas tout. Il y avait autre chose, quelque chose de plus ancien qui s'était réveillé en lui au moment où Camille avait parlé de la clinique. Il retourna sur les dossiers numériques liés à cette période. Photos, documents, anciennes correspondances médicales. Il cherchait sans vraiment savoir ce qu'il voulait trouver. Mais son intuition lui murmurait qu'il y avait un fil à tirer, et il n'avait jamais ignoré son instinct. Au bout d'un long moment, il tomba sur un fichier compressé contenant des images de la première année de rééducation de Louis. Il ouvrit le dossier et fit défiler les photos. Sur l'une d'elles, prise dans un jardin thérapeutique attenant à la clinique, apparaissait Louis encore très jeune, un grand chapeau blanc sur la tête. À ses côtés, une femme accroupie tenait une planche de dessin. Elle souriait, concentrée sur l'enfant, ses cheveux attachés en chignon lâche. Guillaume s'approcha de l'écran, zooma lentement. Son cœur se serra. C'était Camille. Il n'y avait aucun doute. Moins fatiguée, plus jeune, mais c'était bien elle. Il se souvenait maintenant. Pas de son nom à l'époque, mais de sa présence. Elle faisait partie des bénévoles, ceux qui animaient les après-midi, lisaient des histoires, jouaient doucement avec les enfants. Il avait croisé plusieurs fois son regard dans les couloirs, un regard doux, sans jugement. Il se souvenait même d'un moment très précis,
Un après-midi pluvieux, Louis en crise de panique hurlant parce qu'il refusait d'entrer en salle de motricité. Et cette jeune femme, cette même Camille, s'était agenouillée près de lui avait murmuré quelque chose à l'oreille. Louis s'était calmé. Il avait fini par entrer, tenu par la main. Comment avait-il pu oublier? Il referma l'image, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. La pluie commençait à tomber dehors, fine et persistante. Il repensait à tout ce que Camille avait choisi de ne pas dire. Elle aurait pu se servir de ce passé pour obtenir une place plus stable, une reconnaissance immédiate. Elle aurait pu utiliser cette histoire pour émouvoir, pour gagner sa confiance plus rapidement. Mais elle n'avait rien dit. Pas un mot pendant 2 ans. Il retourna à son bureau et commença à fouiller dans ses archives papier. Un tiroir métallique contenait plusieurs dossiers médicaux de l'époque. Il ouvrit celui de Louis, tourna les pages. Bilan, compte-rendu de séance, notes des thérapeutes. Puis, au détour d'un feuillet, il trouva une lettre de remerciement, rédigée à la main, signée par un groupe de bénévoles de la clinique. À la fin, une signature attira son regard. Camille Lefebvre. Ce n'était plus seulement une coïncidence, c'était une preuve. Elle avait été là dès le début, et elle avait choisi le silence. Quelques instants plus tard, Guillaume entendit la porte d'entrée s'ouvrir doucement. Camille venait d'arriver. Il se leva, descendit les escaliers sans hâte. Elle était en train de ranger son manteau quand il l'interpella. « Camille !» Elle se retourna, surprise par le ton de sa voix. Il s'approcha d'elle, un dossier à la main. « Tu te souviens de cette photo ?» dit-il en l'ouvrant. Elle jeta un regard vers l'image. Son visage se figea. Puis elle acquiesça lentement. « Je me souviens. C'était l'été, je crois. Il avait refusé de faire les exercices ce jour-là. On l'avait emmené dans le jardin pour le calmer. Tu étais déjà là. Tu l'as aidé alors que moi, je ne savais même pas comment lui parler. » Camille sembla hésiter. Elle regardait ses mains nerveusement. « Je n'ai jamais voulu que ça devienne un sujet. Je ne voulais pas me servir de ce passé. Mais il fait partie de toi, de ton histoire avec lui, et de la mienne. » Il posa le dossier sur la table de l'entrée, les bras croisés. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rappelé cette photo, ce moment ?» Elle releva les yeux, lentement. « Parce que je savais que ce serait trop pour vous, que ce souvenir vous renverrait à une période douloureuse, et parce que je ne voulais pas vous ramener au moment où vous vous sentiez impuissant. Je voulais que vous me voyiez comme quelqu'un de présent, pas comme un rappel de votre échec. Tu n'as jamais été un rappel d'échec, Camille. Tu as été ce que personne d'autre n'a osé être, constante. » Elle resta silencieuse, puis d'une voix plus faible, « Ce que j'ai fait, ce n'était pas grand-chose. J'ai juste été là. J'ai juste essayé de faire en sorte que Louis se sente en sécurité. Tu l'as fait bien mieux que moi, et tu continues à le faire. » Le reste de la matinée se passa dans un calme chargé. Guillaume travailla dans son bureau, mais son esprit restait captif de tout ce qu'il venait d'apprendre. L'image de Camille, penchée vers Louis des années plus tôt, ne le quittait pas. Elle incarnait une vérité silencieuse, un pilier invisible autour duquel s'était construite une forme de stabilité dont il n'avait même pas conscience. Ce jour-là, Guillaume comprit que son histoire avec Camille ne datait pas de 2 ans, mais de bien plus loin, que son attachement à elle et celui de Louis avaient des racines profondes, enracinées dans la douleur, dans la résilience, dans l'écoute. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un hasard. C'était un lien né dans l'ombre et révélé enfin à la lumière. Les jours suivants, Guillaume se mit à observer Camille avec une attention nouvelle, mais discrète. Ce qu'il savait désormais modifiait tout ce qu'il croyait comprendre de leur quotidien. Ce n'était plus une simple relation entre employeur et employé. Ce n'était pas non plus une bienveillance fortuite. Il y avait un fil invisible entre Camille et Louis, tissé bien avant leur vie commune dans cette maison. Et ce fil, désormais visible, semblait d'une solidité que le temps n'avait pas altérée. Guillaume décida de consacrer un matin entier à approfondir cette connexion qu'il venait de redécouvrir. Il prit sa voiture et se rendit à la clinique de Villeurbanne, celle où Louis avait suivi sa rééducation initiale. Il n'avait pas remis les pieds dans cet établissement depuis plusieurs années. Tout en traversant les couloirs, les souvenirs lui revenaient avec une précision douloureuse. Les pleurs étouffés de Louis, ses propres hésitations devant les portes des salles de thérapie, les regards des médecins, pleins de compassion mais vides de solutions réelles. Il demanda à parler à la responsable des bénévoles, une femme aux cheveux gris, au regard ferme mais accueillant,
l'accueillit dans un petit bureau tapissé de documents administratifs et de dessins d'enfants. Lorsqu'il prononça le nom de Camille Lefebvre, elle sourit immédiatement. Bien sûr que je me souviens d'elle. Camille faisait partie des plus engagés. Elle était là presque tous les jours après son travail. Discrète, mais très investie. Elle avait une façon unique d'entrer en relation avec les enfants sans jamais les infantiliser. Une sensibilité rare. Vous souvenez-vous si elle a travaillé avec mon fils ? Louis Moreau ? La femme acquiesça aussitôt. Oh oui, je me souviens de lui aussi. Louis avait un caractère très particulier. Il se fermait dès qu'il sentait qu'on le regardait avec pitié. Mais Camille, elle l'a approché avec une patience remarquable. Elle ne lui a jamais parlé comme à un enfant malade. Elle le traitait comme un petit garçon capable, et il le sentait. Il y avait une vraie complicité entre eux. Même nous, les encadrants, on le remarquait. Je crois qu'elle avait une forme d'instinct maternel qu'elle ne montrait pas vraiment, mais qui était là, présent dans chaque geste. Guillaume écoutait en silence, le cœur serré. Ce que cette femme lui décrivait correspondait en tout point à ce qu'il voyait chaque jour chez lui, mais dont il n'avait jamais pleinement mesuré la portée. Camille n'était pas arrivée dans leur vie par hasard. Elle l'avait choisie, avec une conscience totale de ce qu'elle impliquait. « Pourquoi a-t-elle quitté la clinique ?» demanda-t-il. « Elle a dû arrêter pour des raisons personnelles. Elle a toujours été discrète, mais je me souviens qu'elle avait parlé de problèmes financiers. Elle cherchait un travail plus stable. Elle nous avait quittés à regret. J'ai toujours pensé que c'était un vrai gâchis qu'elle n'ait pas pu continuer dans ce domaine. Elle avait un don. » Guillaume remercia la responsable et repartit en voiture, les mains crispées sur le volant. Sur le trajet du retour, il repensait à tout ce qu'il savait désormais. Camille avait été une figure d'appui dans la période la plus fragile de Louis. Elle l'avait accompagné sans rien attendre, sans jamais se mettre en avant. Puis, elle était réapparue, silencieuse, attentive, comme si son seul but était d'assurer une continuité, même invisible, dans la vie du garçon. En rentrant à la maison, il la trouva dans le salon, agenouillée à côté de Louis, l'aidant à assembler un puzzle. Le garçon riait doucement, concentré sur les pièces colorées. Guillaume les observa un instant, invisible dans l'encadrement de la porte. Il se demandait depuis combien de temps il avait perdu le sens du lien, de la confiance. Il avait passé des années à déléguer, à cloisonner sa vie professionnelle et sa vie personnelle, persuadé qu'il devait tout maîtriser seul. Et pourtant, c'était dans l'espace qu'il n'avait pas contrôlé, celui qu'il avait négligé, que s'était construit le plus solide des fondements. Il s'approcha lentement. « Camille, j'aimerais te parler, si tu as un moment. » Elle se releva, surprise. Louis leva les yeux vers eux, mais Guillaume lui adressa un sourire rassurant. « Continue ton puzzle, je te rejoins dans quelques minutes. » Ils s'installèrent dans la véranda, face au jardin. « Je suis allé à la clinique, aujourd'hui. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle comprit immédiatement où il voulait en venir. « Je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire sur toi, sur ce que tu avais fait, sur qui tu étais à cette époque. » Camille baissa les yeux, mal à l'aise. « Ce n'était pas nécessaire. Si, c'était essentiel, parce que je devais comprendre pourquoi tu as été la seule à voir ce que moi je refusais de voir, parce que tu as ce regard que personne d'autre n'a. » Il marqua une pause. « Tu aurais pu me dire la vérité depuis longtemps. Tu aurais pu te servir de ton passé avec Louis pour te rendre indispensable. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi ?» Camille hésita. Elle tourna la tête vers le jardin, comme si elle cherchait les mots dans le mouvement des feuilles. « Parce que je n'ai jamais voulu qu'on pense que j'étais là pour une revanche, ou pour tirer un avantage de cette histoire. Je suis venu parce que j'avais besoin de travailler, mais aussi parce que j'avais senti, quand j'ai vu ton nom, que peut-être je pourrais aider à nouveau Louis. Et je ne voulais pas que ça devienne une dette. Je voulais rester libre de partir si je sentais que je ne pouvais pas être utile. Mais tu as été bien plus qu'utile. Tu as été la seule personne constante dans sa vie ces derniers mois, celle qui a vu, protégé, agi. Et moi, je ne t'ai même pas demandé ce que tu ressentais. » Camille le regarda émue, mais toujours silencieuse. « Je te demande pardon, Camille, pas seulement pour ne pas avoir vu, mais pour t'avoir cantonné à un rôle que tu avais dépassé depuis longtemps. Tu n'as pas à t'excuser, » répondit-elle doucement. « Tu étais pris dans tes combats. Et parfois, quand on est fatigué de lutter, on ne voit plus les mains tendues. » Guillaume hocha lentement la tête. Ce qu'elle disait résonnait profondément en lui. Il comprenait enfin que Camille n'était pas une parenthèse dans leur vie. Elle en était une ligne continue, discrète, essentielle.
Ce soir-là, alors qu'ils rangèrent la maison ensemble, Guillaume sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une déclaration ni un geste spectaculaire, mais un pacte silencieux venait de se nouer entre eux, une reconnaissance mutuelle, un respect profond. Ils étaient désormais liés par un passé partagé, par une vérité que plus rien ne pourrait effacer. Et pour la première fois depuis longtemps, Guillaume sentit que peut-être il n'était plus seul. Le lendemain, Guillaume se leva avec une résolution qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait que le moment était venu de confronter Sandrine une dernière fois. Elle n'était pas seulement responsable d'une série de comportements blessants envers Louis. Elle avait construit un mensonge, entretenu une image de stabilité conjugale pendant que, dans l'ombre, elle faisait du mal à l'enfant qu'elle était censée protéger. Guillaume n'avait plus l'intention de rester passif. Il prit le téléphone et appela son avocat pour l'informer de la situation, en précisant qu'il détenait des enregistrements audio et vidéo des scènes les plus explicites. Ce dernier l'encouragea à agir rapidement, avant que Sandrine n'essaie de retourner la situation en sa faveur. Il fixa un rendez-vous avec elle, prétextant une discussion urgente concernant la séparation. Ils se retrouvèrent dans un café discret du centre de Lyon, à l'écart des regards. Sandrine arriva en retard, maquillée avec soin, vêtue d'une robe trop élégante pour un rendez-vous purement administratif. Elle souriait, comme si rien de grave ne s'était produit. « Tu avais l'air très pressé. Que veux-tu, Guillaume ? Une signature rapide ? Une scène dramatique ? Ou une réconciliation, peut-être ?» Guillaume ne répondit pas immédiatement. Il sortit une clé USB de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table, sans un mot. Sandrine la regarda, interloquée. « Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des enregistrements, des vidéos de l'intérieur de la maison. Tu te souviens des caméras qu'on avait installées quand Louis a eu ses premières crises d'angoisse ? Je les avais oubliées, moi aussi. Mais elles fonctionnaient encore. » Le sourire de Sandrine disparut. Elle s'assit plus lentement, son regard se durcissant. « Tu me surveillais ? Non. Mais tu as oublié que la maison, c'est aussi celle de Louis. Et ce que tu y faisais quand je n'étais pas là n'est pas seulement inacceptable. C'est condamnable. » Elle serra les dents, les doigts crispés sur la lanière de son sac. « Tu n'as pas le droit d'utiliser ça contre moi. C'est une atteinte à ma vie privée. C'est une preuve de maltraitance psychologique. Et je peux t'assurer que si tu t'avises de m'attaquer pour diffamation, je rendrai ces vidéos publiques. » Sandrine resta silencieuse quelques secondes. Puis, elle éclata de rire, un rire sans joie. « Et tu penses que les gens vont prendre au sérieux les accusations d'un homme riche contre sa femme, que je n'aurai pas ma version à raconter? Tu oublies, Guillaume, que dans notre monde, l'image est plus forte que la vérité. Tu n'as que quelques vidéos sorties de leur contexte. Moi, j'ai ton nom, ta réputation, ton empire. Tu peux essayer, répondit-il calmement. Mais cette fois, je ne serai plus silencieux. Camille est prête à témoigner, et crois-moi, elle est bien plus crédible que toi. Sandrine se figea. Elle comprit que l'ancienne dynamique de pouvoir entre eux avait changé. Guillaume n'était plus ce mari fatigué, absorbé par ses affaires. Il avait ouvert les yeux, et il n'allait pas reculer. « Je ne veux plus jamais que tu t'approches de Louis, dit-il en se levant. Je vais engager une procédure pour que ta présence soit formellement interdite. Et si tu veux encore préserver une parcelle de dignité, je te conseille de ne pas résister. » Sandrine resta assise, le regard fixe. Elle savait qu'elle avait perdu le contrôle. Guillaume quitta le café sans se retourner. De retour à la maison, il trouva Camille dans le jardin avec Louis. Ils jouaient à un jeu de lettres aimanté sur un tableau mobile. Louis riait, concentré sur les mots qu'il formait. Il semblait plus détendu, comme si l'absence de Sandrine avait dissipé un nuage permanent. Guillaume s'approcha d'eux. Camille se redressa, observant son visage pour y lire des signes de tension. Mais il lui adressa un léger signe de tête, rassurant. « C'est fait », murmura-t-il. Elle comprit sans qu'il ait besoin d'en dire davantage. Dans les jours qui suivirent, Sandrine tenta une manœuvre prévisible. Elle publia sur ses réseaux sociaux un long message, visiblement rédigé avec l'aide d'un avocat, dans lequel elle se disait victime d'un système patriarcal, accusée injustement, réduite au silence par un homme puissant et son entourage. Elle parlait de pression, de manipulation, d'un environnement toxique dans lequel elle avait lutté pour préserver sa santé mentale. Guillaume laissa passer 48 heures. Il ne répondit pas immédiatement. Mais lorsque plusieurs messages de soutien envers Sandrine commencèrent à apparaître dans les commentaires, relayés par quelques figures connues du cercle mondain parisien,
Il comprit qu'il ne pouvait pas laisser cette version se propager. Ce fut Camille qui lui proposa de parler, pas par vengeance mais par nécessité. Je ne peux pas rester silencieuse alors que les gens commencent à douter, pas pour moi, pour Louis. Elle accepta de témoigner publiquement. Avec l'aide de l'avocat de Guillaume, elle enregistra une déclaration vidéo sobre, sans accusation directe, mais détaillant les événements, les paroles, les gestes. Elle expliqua comment elle avait vu Louis s'effondrer, comment elle avait tenté de le protéger. Elle ne parla jamais d'elle, seulement de l'enfant. La vidéo fut publiée par un média local réputé pour son sérieux. En quelques heures, elle fut partagée des centaines de fois. D'anciens collègues de la clinique de Villeurbanne réagirent, confirmant l'engagement de Camille, son intégrité, son travail discret et sincère. Des parents d'enfants qu'elle avait aidés écrivirent des messages de soutien, retraçant leur expérience à ses côtés. Le récit de Sandrine s'effondra rapidement. Sa tentative de victimisation parut creuse face à l'authenticité de Camille. Même les soutiens mondains se rétractèrent prudemment, supprimant leurs messages ou prétextant une incompréhension initiale. Guillaume, pour la première fois depuis longtemps, sentit le poids de la peur s'alléger. La vérité s'imposait, lentement, mais avec une force inébranlable. Et cette vérité n'était pas seulement portée par la justice ou les preuves. Elle tenait debout grâce au courage discret d'une femme que personne n'avait jamais vraiment vue, jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Le tumulte médiatique s'était apaisé. Les journaux avaient cessé de relayer les accusations de Sandrine, reléguées désormais au rang d'épisodes malheureux et vite oubliés. Les réactions publiques à la vidéo de Camille avaient été d'une rare sincérité. Des messages d'admiration, des témoignages de gratitude et des propositions de collaboration avaient afflué. Certaines cliniques avaient contacté Guillaume directement pour obtenir les coordonnées de Camille, intéressées par son profil, son engagement, son intégrité. Pourtant, au cœur de ce tourbillon, Camille restait étonnamment silencieuse. Elle avait repris son rythme habituel, presque comme si rien n'avait changé. Chaque matin, elle arrivait à la même heure, aidait Louis dans ses exercices, nettoyait la maison avec la même précision méthodique. Mais Guillaume sentait une distance s'être installée. Une retenue nouvelle. Comme si, après avoir exposé une part intime d'elle-même, Camille s'était recroquevillée, refusant qu'on franchisse à nouveau ce seuil. Ce fut Louis qui, un soir, le premier, posa la question que Guillaume n'osait formuler. « Papa, est-ce que Camille va partir ?» Ils étaient dans la salle de bain, Guillaume aidant son fils à se brosser les dents. Il releva les yeux dans le miroir, croisa le regard inquiet de Louis et sentit une boule se former dans sa gorge. « Pourquoi tu dis ça? Elle est différente. Elle ne rit plus pareil. Et elle ne reste plus après les histoires. Avant, elle restait. » Guillaume se pencha, essuya doucement la bouche de Louis, puis le prit dans ses bras pour le transporter jusqu'à son lit. Une fois l'enfant installé, il resta un moment assis à côté de lui en silence. « Je vais lui parler. Tu crois qu'elle ne nous aime plus? » « Non, Louis. Je crois qu'elle a peur. » Le lendemain, après avoir attendu que Louis soit endormi pour sa sieste, Guillaume demanda à Camille de le rejoindre dans la véranda. Elle accepta sans discuter, bien qu'il ait vu une légère tension dans son regard. Elle s'installa en face de lui, les mains posées sur ses genoux, droites, presque rigides. « Je voulais te remercier pour ce que tu as fait, pour ton témoignage, pour ton courage. Je sais que ça n'a pas été facile. Ce n'était pas pour toi, » répondit-elle, le ton neutre. Il hocha la tête, comprenant immédiatement ce qu'elle sous-entendait. « Je sais, c'était pour lui. » Elle garda le silence. Il décida alors de poser la question de front. « Pourquoi tu ne veux pas rester ?» Elle baissa les yeux. Elle jouait nerveusement avec l'ourlet de sa manche, un geste discret mais chargé d'émotion. « Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Pas dans ces conditions. » « Quelles conditions ?» Elle inspira profondément, cherchant ses mots. « Quand je suis arrivée ici, j'étais une employée. J'avais un rôle clair. Je nettoyais, je m'occupais de Louis dans les limites de ce qu'on attendait de moi, et ça me convenait. Je savais garder ma place. Mais aujourd'hui, les regards ont changé. Votre regard a changé. Celui de Louis aussi. Et moi, je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. Pas pour vous, pas pour lui. Je ne veux pas qu'on pense que j'ai fait tout ça pour obtenir quelque chose. » Guillaume s'avança légèrement sur sa chaise. « Tu crois vraiment que quelqu'un pourrait penser ça, après tout ce que tu as fait ?»« L'opinion, je m'en moque, » répondit-elle d'un ton plus sec. « Ce que je crains, c'est ce que je pourrais ressentir, moi.
ce que Louis pourrait ressentir. Je ne veux pas qu'il pense que mon affection dépend de ma présence ici, ni qu'elle soit une forme de devoir. Guillaume la regardait, frappé par la justesse de ses paroles. Camille avait toujours été ainsi, lucide, droite, incapable de jouer un rôle. Elle n'avait jamais utilisé la proximité avec Louis pour gagner quelque chose. Et c'était précisément pour cela qu'elle était devenue indispensable. Et si je te disais que je ne veux pas que tu sois une employée, que je ne te vois plus comme la personne qui nettoie la maison, mais comme celle qui a sauvé mon fils du silence, de la peur, de l'oubli, qu'est-ce que tu répondrais? Elle releva les yeux. Il y avait de la colère dans son regard, mais aussi une tristesse immense. Je te dirais que ce n'est pas à toi de décider ça. Ce n'est pas à toi de me transformer en quelque chose que je ne suis pas. Louis m'aime parce qu'il sent que je suis vrai. Toi, tu veux que je reste parce que tu as peur d'être seul. Mais moi j'ai besoin d'exister ailleurs que dans l'ombre d'un traumatisme. Il ne sut quoi répondre. Les mots de Camille résonnaient comme une gifle, mais il en comprenait chaque syllabe. Elle avait raison. Il ne pouvait pas imposer sa gratitude comme un lien. Il ne pouvait pas transformer ce qu'elle avait offert librement en un contrat affectif. Ce serait trahir la nature même de ce qu'elle représentait. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il, la voix plus calme. « Je veux que les choses soient claires. Je ne suis pas la solution à ton vide, Guillaume. Je suis une femme qui a choisi un jour de ne pas détourner les yeux. C'est tout. Si je reste, ce sera pour Louis. Parce que lui, il n'attend rien de moi. Il m'accepte comme je suis. Et moi, tu crois que je t'attendais comme une solution? Tu ne vois pas que tu es la seule chose stable dans tout ce chaos? Tu as été là quand tout s'effondrait. Ce n'est pas une dette. Ce n'est pas un lien forcé. C'est un fait. Tu fais partie de nous. » Camille le regarda longuement. Son expression se détendit légèrement, mais elle ne répondit pas tout de suite. Au bout d'un long moment, elle dit d'une voix plus douce « Alors il faut me laisser le choix. Rester ne doit pas être une obligation. Ce doit être un nouveau départ. Sinon, je préfère partir. » Guillaume hocha la tête. Il comprenait. Ce qu'elle exigeait, ce n'était pas un rôle ni une reconnaissance. C'était la liberté d'exister sans devoir se justifier. La liberté d'aimer Louis sans que cela soit interprété. Et peut-être un jour, la liberté d'aimer au-delà. Tu as ce choix. Tu l'as toujours eu. Et si tu restes, ce sera parce que tu l'as décidé, pas parce que je l'ai demandé. Elle se leva alors sans un mot. Il la suivit du regard alors qu'elle traversait la maison pour rejoindre Louis, qui l'attendait dans le salon. Elle s'assit à côté de lui, reprit leur jeu interrompu la veille, et cette fois, elle rit. Un rire simple, naturel, comme avant. Guillaume resta seul dans la véranda. Il savait que rien n'était acquis. Mais il avait compris que l'amour véritable, sous toutes ses formes, naissait précisément là, dans l'espace laissé au choix. Le calme retrouvé dans la maison Moreau n'était qu'un fragile équilibre. Malgré le silence de Sandrine, Guillaume savait qu'elle ne reculerait pas si facilement. Elle avait perdu le contrôle de la situation, mais pas l'orgueil. Et les gens comme elle ne renoncent pas sans livrer un dernier combat. Il en eut la confirmation 3 semaines après la vidéo de Camille, lorsqu'il reçut une notification judiciaire. Sandrine lançait une procédure pour diffamation, harcèlement moral et mise en danger de sa santé mentale. Elle réclamait des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et préjudice moral, s'appuyant sur les propos tenus dans la vidéo ainsi que sur le traitement médiatique qui s'en était suivi. Guillaume n'était pas surpris, mais il fut profondément écœuré. Sandrine se présentait comme victime. Elle osait inverser les rôles, travestir les faits. Elle accusait Camille de manipulation affective et insinuait que leur proximité avait été sciemment orchestrée pour l'évincer du foyer. Pire encore, elle sous-entendait que Camille s'était servie de Louis pour s'introduire dans la vie familiale. Elle avait joint au dossier des impressions d'échange entre elle et d'anciennes connaissances de Guillaume, dans lesquelles elle distillait des versions biaisées de la réalité, insistant sur son isolement supposé, ses sacrifices de femme incomprise. Le procès n'était pas une obligation immédiate, mais les délais étaient courts. Camille fut officiellement convoquée à témoigner. Guillaume la trouva assise dans le jardin le soir même, le document encore plié sur ses genoux. Elle ne disait rien, les yeux perdus dans le feuillage des arbres. Il s'assit à côté d'elle. « Tu ne dois pas faire ça si tu ne veux pas », murmura-t-il. Elle tourna la tête, les traits fatigués mais calmes. Je savais qu'elle allait essayer. Elle ne supporte pas de perdre la narration.
Ce qui me dérange, ce n'est pas d'être attaqué, c'est ce que ça va faire à Louis. Guillaume comprenait parfaitement. L'idée que le nom de son fils soit à nouveau traîné dans un conflit d'adultes lui était insupportable. Il consulta son avocat, espérant qu'il serait possible de traiter le litige à huis clos. Mais Sandrine refusait. Elle voulait de l'exposition, du bruit, de l'attention. Elle voulait reconquérir ce qu'elle pensait lui revenir, le contrôle de l'image publique. Dès les premiers jours suivant la médiatisation de la plainte, certains comptes anonymes sur les réseaux sociaux relayèrent ces arguments, publièrent des commentaires pleins de sous-entendus malveillants. Camille fut qualifiée de manipulatrice, de petite ambitieuse et même de pion bien placé. Des montages anonymes circulèrent, visant à décrédibiliser son témoignage en pointant sa proximité avec Louis comme inappropriée. Guillaume tenta de faire taire ces attaques, mais l'information était déjà diffusée, déformée, amplifiée. Face à ce déferlement, Camille prit une décision radicale. Elle accepta l'invitation d'une émission régionale connue pour ses reportages sérieux et humains. Elle voulait parler, poser ses mots, reprendre sa voix. Elle refusa les artifices. Pas de maquillage professionnel, pas de script, aucune condition particulière. Elle arriva seule au studio, les cheveux attachés, vêtue simplement. Elle parla sans colère, sans justification excessive. Elle raconta les faits, mais aussi ce qu'elle avait ressenti. Elle parla de Louis comme d'un enfant, et non comme d'un drame. Elle expliqua pourquoi elle était restée, pourquoi elle avait gardé le silence, et pourquoi un jour elle n'avait plus pu se taire. Son témoignage toucha une corde que les accusations de Sandrine n'avaient jamais pu effleurer. Des milliers de personnes, des éducateurs, des mères célibataires, des personnes travaillant dans le domaine du soin, se retrouvèrent dans sa sincérité. D'autres témoignages de soutien affluèrent, certains venus de familles ayant connu Camille dans d'anciennes structures, d'autres de collègues passés. Le contraste avec le ton froid et juridique de Sandrine était saisissant. Le jour de l'audience préliminaire, Guillaume entra au tribunal en tenant la main de Louis. Il voulait que son fils sache que la vérité n'était pas une chose honteuse. Camille les rejoignit, entourée d'un silence respectueux. Aucun mot n'était nécessaire. Leur regard suffisait à montrer que ce lien, né dans la douleur et consolidé dans l'épreuve, ne pouvait être brisé par des accusations fabriquées. Sandrine, quant à elle, arriva entourée de 2 avocats et d'un attaché de presse. Elle évita tout contact visuel, regardant droit devant elle, maquillée, habillée comme pour un gala. Elle tentait encore de contrôler la perception, mais la salle d'audience n'était pas un plateau de télévision. Lors des échanges, l'avocat de Guillaume démonta méthodiquement chaque point de l'accusation. Il produisit les vidéos de la maison, non montées, dans leur durée complète. Il les diffusa en silence, devant le juge et les conseillers. Les images parlaient d'elles-mêmes, les cris de Sandrine, les gestes brusques, les phrases froides, parfois cruelles. Louis, effrayé. Camille, interposée. L'avocat de Sandrine tenta une manœuvre désespérée. Il insinua que les vidéos pouvaient avoir été modifiées, que les comportements de Louis provoquaient parfois des réactions disproportionnées, qu'un contexte manquait. Mais le juge, visiblement ému, coupa court à ces hypothèses. Ce tribunal n'est pas ici pour juger la patience parentale, mais pour statuer sur un comportement potentiellement abusif. Et ce que nous avons vu dépasse largement les limites de ce qui peut être considéré comme un stress familial. Camille fut appelée à témoigner. Elle ne trembla pas. Elle parla calmement, en se concentrant sur Louis. Pas une seule fois, elle ne parla d'elle-même. Elle évoqua l'enfant qu'elle avait rencontré à la clinique, celui qu'elle avait retrouvé 2 ans plus tard, celui qu'elle avait vu pleurer en silence dans son fauteuil roulant. Elle décrivit sans dramatisation, sans haine, les scènes dont elle avait été témoin. Elle termina en disant qu'elle n'avait aucun intérêt personnel dans cette affaire, si ce n'est de protéger un enfant qui ne pouvait pas se défendre seul. Lorsque Sandrine prit la parole, sa voix résonna durement. Elle accusa Camille de l'avoir remplacée, d'avoir voulu devenir la mère qu'elle-même n'avait jamais pu être. Mais ces mots sonnaient faux, creux, face à la vérité déjà établie. Le tribunal décida de suspendre l'audience en attendant le verdict final. Mais dans les regards, tout semblait déjà jugé. En sortant du bâtiment, une foule s'était massée. Les journalistes, les curieux, quelques soutiens discrets. Camille n'adressa aucun mot à la presse. Elle prit simplement la main de Louis. Et dans ce simple geste, il y avait plus de force que dans toutes les dénégations de Sandrine.
Ce jour-là, ce n'était pas seulement une audience judiciaire, c'était un tribunal émotionnel. Et Camille, sans jamais chercher à vaincre, avait simplement dit la vérité. Une vérité que plus personne ne pouvait ignorer. Le silence qui avait suivi l'audience judiciaire n'était pas un silence vide, mais un espace suspendu, une sorte de respiration collective dans la maison Moreau. Sandrine, bien qu'humiliée publiquement et battue sur le plan juridique, n'avait pas complètement disparu de la scène. Des rumeurs circulaient encore dans certains cercles sociaux, alimentés par des alliés discrets ou par des opportunistes qui espéraient tirer quelque avantage de sa chute. Mais face à la clarté des preuves et à la sincérité du témoignage de Camille, plus personne n'osait soutenir son récit publiquement. Guillaume, de son côté, avait mis à profit ce calme pour restructurer entièrement sa vie. Il avait réduit considérablement ses déplacements professionnels, refusé plusieurs projets d'envergure et réorganisé l'emploi du temps de ses équipes afin d'avoir chaque soir du temps pour Louis. Il ne voulait plus rater une seule étape du développement de son fils. Chaque sourire, chaque victoire sur une tâche difficile, chaque moment partagé avec Camille avait désormais la valeur d'un trésor retrouvé. Camille, quant à elle, avait repris son poste auprès de Louis avec la même rigueur qu'auparavant. Pourtant, une différence notable s'était installée dans leur dynamique. Elle ne se contentait plus d'observer en silence. Elle proposait, elle dialoguait, elle partageait. Elle ne se limitait plus au rôle de l'invisible pilier. Elle s'autorisait enfin à exister pleinement dans cet espace. C'est dans ce climat de reconstruction qu'un événement imprévu surgit. Une lettre d'apparence banale arriva par courrier recommandé. Elle provenait d'un cabinet d'avocats parisien. En l'ouvrant, Guillaume découvrit que Sandrine faisait l'objet d'une nouvelle plainte déposée par une ancienne collaboratrice professionnelle. Une plainte qui évoquait des faits similaires à ceux que Camille avait révélés. Manipulation psychologique, isolement social, harcèlement moral sur des collègues en situation de vulnérabilité. Ce n'était plus une affaire familiale. C'était le passé de Sandrine qui remontait à la surface dans toute sa cruauté ordinaire. Rapidement, d'autres voix se joignirent au mouvement. Des femmes, des hommes, d'anciens collaborateurs. Tous racontèrent des épisodes où Sandrine avait utilisé sa position, son charme et son autorité pour exercer une domination insidieuse. Les témoignages affluaient. Un média d'investigation se saisit du sujet et publia un dossier complet, retraçant le parcours de Sandrine dans différents secteurs d'activité, révélant un schéma récurrent. La société qui autrefois l'encensait pour son éloquence et sa maîtrise relationnelle comprenait enfin le prix réel de cette image. Dans la foulée, plusieurs invitations à des conférences où elle était attendue furent annulées. Des partenaires coupèrent les ponts. Et ce fut sans bruit, sans grande annonce, que Sandrine devint indésirable. Persona non grata, comme le résuma sobrement un éditorial. Camille, quant à elle, fut contactée par plusieurs institutions. Des cliniques pédiatriques, des associations d'aide aux aidants familiaux, des établissements spécialisés lui proposèrent de collaborer à la création de programmes de soutien. Son témoignage, loin de n'être qu'un épisode médiatique, était devenu un exemple d'engagement éthique. Elle hésita d'abord. Elle ne voulait pas partir, pas brusquer l'équilibre qu'elle, Guillaume et Louis avaient si péniblement reconstruit. Un soir, alors qu'elle préparait les affaires scolaires de Louis, Guillaume entra dans la cuisine. Il la regarda longuement avant de lui dire d'une voix calme « Tu n'as pas à choisir entre nous et ton avenir. Je veux que tu acceptes ces propositions. Tu as tant à offrir. » Elle leva les yeux vers lui, sincèrement touchée. « Je ne veux pas vous abandonner. Je ne veux pas qu'il pense que je suis comme les autres. Qu'une fois qu'il va mieux, je m'en vais. Ce n'est pas un départ, c'est une ouverture. Tu seras toujours ici chez toi. Mais il est temps que le monde sache ce que moi, j'ai mis des mois à comprendre. » Camille réfléchit plusieurs jours, puis elle accepta de participer à un programme pilote dans une clinique lyonnaise, à raison de quelques jours par semaine. Louis réagit mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Il semblait comprendre que Camille n'était pas en train de s'éloigner, mais de s'étendre, et que paradoxalement, cela renforçait encore leur lien. Cette transition permit à Guillaume d'assumer davantage de tâches quotidiennes auprès de son fils. Il apprit à anticiper ses besoins, à reconnaître ses gestes de fatigue, à trouver les mots justes au bon moment. Il n'était plus le père lointain, accaparé par ses responsabilités. Il était là, chaque jour, dans les détails comme dans les décisions. Un dimanche, ils sortirent tous les trois dans un parc en périphérie de Lyon. Camille avait proposé cette promenade, simple mais symbolique.
Louis riait en jouant avec un cerf-volant que Guillaume tentait de faire voler tant bien que mal. Camille observait la scène, assise sur un banc, les mains croisées sur les genoux, un sourire tranquille au visage. Guillaume s'approcha d'elle, encore essoufflé par sa course maladroite. « Merci, dit-il. »« Pourquoi ?»« D'être resté assez longtemps pour qu'on comprenne. » Elle sourit à nouveau sans rien dire. Ce jour-là, le vent portait plus que le cerf-volant. Il portait une paix, lente mais certaine, construite sur les ruines du conflit, portée par la volonté de trois êtres qui avaient choisi, envers et contre tout, de reconstruire ensemble. Le mois d'octobre s'écoulait lentement, enveloppant la campagne lyonnaise d'une lumière plus douce et d'un air chargé de feuilles mortes. Dans la maison Moreau, l'agitation des derniers mois avait laissé place à un quotidien paisible, presque ordinaire. Pour la première fois depuis longtemps, la stabilité ne semblait plus une illusion. Guillaume, Camille et Louis avaient trouvé un rythme, une forme d'harmonie qui, sans être parfaite, était réelle, palpable. Guillaume, désormais moins absorbé par ses responsabilités professionnelles, consacrait davantage de temps à son fils. Il avait appris à s'ajuster aux besoins de Louis avec une patience qui lui était autrefois étrangère. Il l'accompagnait dans ses exercices de motricité, l'aidait à faire ses devoirs, assistait à ses consultations médicales avec une attention renouvelée. Ces moments partagés avaient tissé entre eux une relation plus profonde, libérée des non-dits et des silences pesants. Louis, de son côté, semblait s'ouvrir davantage. Son regard, autrefois souvent fuyant, se posait désormais avec confiance sur son père. Il riait plus souvent, posait des questions avec une curiosité plus vive. Il exprimait aussi ses peurs, ses doutes, comme s'il sentait que son monde ne reposait plus sur des bases fragiles. Camille, tout en maintenant sa présence quotidienne, avait réorganisé son emploi du temps. 3 jours par semaine, elle travaillait dans la clinique où elle participait à la mise en place de programmes de soutien aux enfants en situation de handicap. Les 2 autres jours, elle restait à la maison, auprès de Louis. Le reste du temps, elle assurait une présence plus souple, ponctuelle selon les besoins. Elle avait enfin réussi à équilibrer sa vocation professionnelle avec son attachement personnel à la famille Moreau. Ce nouveau rôle lui donnait une place claire, définie, sans ambiguïté ni dépendance affective. Elle n'était plus dans l'ombre. Elle existait à part entière. Un mercredi matin, alors que Louis était à l'école, Guillaume invita Camille à le rejoindre dans le bureau. Il avait préparé 2 cafés, une habitude nouvelle entre eux. Il la regarda avec sérieux mais sans tension. « Je voudrais que tu rejoignes officiellement l'équipe de soutien de Louis, plus comme aide domestique, mais comme coordinatrice de ses soins. C'est un poste que je veux créer pour toi, avec un contrat adapté, un salaire à la hauteur, une reconnaissance officielle. » Camille resta silencieuse quelques instants, les yeux baissés. Puis, elle releva la tête. « Tu sais que je ne suis pas diplômée dans ce domaine. Je sais. Mais je sais aussi que tu es la personne la plus compétente que j'ai rencontrée pour comprendre Louis. Ce n'est pas une faveur, c'est une décision réfléchie. Tu as le respect des professionnels, tu as une légitimité et surtout, tu as notre confiance. Et si tu veux suivre une formation en parallèle, je prendrai en charge tous les frais. » Camille hocha lentement la tête. Elle comprenait que cette proposition n'était pas une manière de la retenir, mais une façon de la reconnaître. Elle accepta, non par gratitude, mais parce qu'elle sentait que ce rôle correspondait à ce qu'elle était devenue. Quelques semaines plus tard, le poste fut officialisé. Un contrat fut signé, rédigé avec soin par l'avocat de Guillaume. Camille devenait la référente principale du parcours de soins de Louis. Elle coordonnerait les rendez-vous médicaux, suivrait les dossiers, accompagnerait l'enfant dans ses projets éducatifs et sociaux. Ce rôle lui permettait aussi de mieux articuler sa propre carrière en dehors de la maison. Pour Guillaume, c'était une avancée logique, presque nécessaire. Pour Louis, ce fut une fierté. « Alors maintenant, c'est toi la chef ?» demanda-t-il à Camille, les yeux brillants. « Pas vraiment, je suis juste là pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais moi, je trouve que t'es la meilleure pour ça. » Et dans cette phrase simple, il y avait tout ce que Camille avait toujours voulu entendre. Avec le temps, d'autres liens se reconstruisirent autour d'eux. La famille de Guillaume, longtemps tenue à distance, reprit contact. Une sœur, installée à Bordeaux, vint passer quelques jours. Elle rencontra Camille, joua avec Louis et admit à demi-mot qu'elle avait eu tort de croire les premières versions de Sandrine. Les voisins, eux aussi, semblaient plus présents. Le jardin reprit vie avec les enfants des alentours qui venaient jouer le mercredi après-midi.
Louis, entouré de nouveaux visages, gagnait en assurance. Un jour, alors qu'ils prenaient tous les trois le goûter dans la véranda, Louis posa une question inattendue. « Est-ce qu'on est une famille ?» Guillaume et Camille échangèrent un regard. Aucun mot ne fut prononcé immédiatement. « Pourquoi cette question ?» demanda doucement Camille. « Parce que d'habitude, une famille, c'est un papa, une maman et un enfant. Nous, on n'est pas pareil. » Guillaume s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. « Ce qui fait une famille, ce n'est pas la forme. C'est ce qu'on partage. C'est le respect, l'écoute, la confiance. Et tout ça, on l'a. Alors oui, on est une famille. » Louis sourit, visiblement rassuré. Il n'avait pas besoin de définition, seulement de certitude. Ce soir-là, après avoir couché Louis, Guillaume et Camille restèrent un moment dehors, sous le ciel clair. Ils parlaient peu, mais le silence n'avait rien de gênant. Il était confortable. Leurs gestes étaient naturels, coordonnés, comme s'ils avaient toujours fonctionné ainsi. Guillaume regarda Camille, longuement. Il n'avait jamais forcé les choses entre eux. Il savait que le lien qui les unissait était encore fragile, complexe. Mais il sentait aussi qu'il était devenu indiscutable. Il n'était pas question de précipiter quoi que ce soit, seulement de rester là, ensemble, dans ce présent qu'ils avaient construit, brique après brique. Et dans ce quotidien réparé, chaque geste prenait une valeur nouvelle. Un repas partagé, une promenade au parc, une soirée autour d'un livre, tout devenait précieux. Non parce que c'était exceptionnel, mais parce que c'était enfin simple, enfin juste. Ils avaient traversé l'épreuve, et ils n'étaient plus seuls. Le printemps s'était installé sans fracas, lentement, par touches successives. Les haies du jardin retrouvaient leur couleur, les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps, et les rires de Louis remplissaient désormais les pièces de la maison avec une fréquence et une légèreté nouvelles. Les jours de tension, d'inquiétude, d'angoisse tapis dans les silences, semblaient appartenir à un autre temps. Le foyer Moreau ne portait plus les traces visibles de la fracture qu'il avait traversée. Il s'était reconstruit, mais pas sur les bases anciennes. Il s'était refondé sur des choix conscients, sur des liens tissés lentement, patiemment. Guillaume, désormais complètement réorganisé sur le plan professionnel, avait recentré toutes ses activités pour rester près de Louis. Il avait mis en place un bureau à domicile, aménagé à l'étage, avec une cloison vitrée donnant sur la chambre de son fils. Cette proximité n'était pas une surveillance, c'était un nouveau mode de vie. Une manière de dire « je suis là », sans devoir prononcer les mots à chaque fois. Il passait plus de temps avec Louis, mais aussi avec lui-même. Les longues heures passées en avion, en réunions internationales, ne lui manquaient plus. Il avait cessé de chercher la réussite dans l'accumulation pour la trouver dans la stabilité retrouvée de sa famille. Camille, de son côté, avait trouvé un équilibre rare. Son poste de coordinatrice des soins de Louis l'occupait plusieurs jours par semaine, mais elle avait aussi accepté une place dans un groupe de travail national sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Elle animait régulièrement des ateliers dans des écoles, parlait devant des professionnels de santé et témoignait de son parcours non comme une success story, mais comme un chemin difficile, parfois douloureux, toujours profondément humain. Elle n'avait pas cherché cette visibilité, mais elle avait compris qu'elle pouvait transformer son expérience en ressource, non pas pour exister aux yeux des autres, mais pour faire entendre une voix longtemps restée en retrait. Louis, lui, grandissait. Il avait gagné en autonomie, en assurance, en présence. Il savait qu'il avait été blessé, qu'il avait été victime d'une injustice, mais cela ne définissait plus son quotidien. Il ne portait pas sa souffrance comme une étiquette. Il la reconnaissait, il en parlait parfois, mais il la dépassait. Chaque progrès physique, chaque victoire scolaire, chaque nouveau mot prononcé sans hésitation était une affirmation. Il avançait, et il savait qu'il n'était pas seul. Un soir de mai, alors que la lumière dorée du crépuscule baignait la véranda, Guillaume proposa un dîner dans le jardin. Pas une réception, pas une célébration, un simple repas, à trois, comme une façon de souligner, sans emphase, que leur vie ensemble était bien plus qu'un enchaînement d'événements. C'était une construction lente, un choix réaffirmé chaque jour. Camille prépara une salade tiède de lentilles et de saumon, une recette que Louis adorait. Guillaume dressa la table dehors, sous le tilleul récemment élagué. Ils s'assirent tous les trois dans la douceur de la fin de journée. Le vent léger faisait bouger les feuilles au-dessus de leur tête. Louis, souriant, mangeait avec appétit.
Camille racontait une anecdote d'une de ses séances à la clinique. Guillaume l'écoutait avec cette attention paisible de ceux qui n'ont plus rien à prouver, seulement à savourer. À un moment, Louis leva les yeux de son assiette. « Vous savez, c'est le premier printemps où je n'ai pas peur de rentrer à la maison. » Camille le regarda, la fourchette suspendue dans sa main. Guillaume, lui, sentit un frisson dans son dos. Il ne dit rien, mais il sourit. « Pourquoi ?» demanda Camille doucement. « Parce que c'est chez moi maintenant. Avant, c'était une maison. Maintenant, c'est chez moi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une vérité simple et puissante. Ils n'avaient pas été cherchés. Ils étaient venus naturellement. Camille étendit doucement la main et effleura la joue de l'enfant. Guillaume tendit son bras autour des épaules de Louis. Rien de spectaculaire, mais tout était dit. Plus tard dans la soirée, alors que Louis dormait paisiblement, Guillaume et Camille restèrent dehors. Les tasses de tisane fumaient encore sur la table. Le silence entre eux n'était ni gênant ni pesant. Il était plein, complet. Guillaume finit par tourner la tête vers elle. « Je ne t'ai jamais dit assez merci. » Elle le regarda, les yeux tranquilles. « Tu l'as dit chaque jour en étant là. Tu aurais pu partir. Tu aurais eu toutes les raisons de partir. J'ai eu toutes les raisons de rester. » Il hocha la tête. Il savait que leur relation n'était pas encore définie, pas encore nommée. Et peut-être que ce n'était pas nécessaire. Ce qui comptait, c'était la constance, la loyauté, la présence. Ils avaient traversé l'orage, non pour revenir à ce qu'ils étaient, mais pour devenir ce qu'ils pouvaient être ensemble. Dans les jours qui suivirent, Guillaume entama une procédure pour faire de Camille la tutrice légale secondaire de Louis en cas d'urgence. Ce n'était pas un geste anodin, c'était la reconnaissance officielle d'un rôle qu'elle remplissait déjà depuis longtemps. Elle accepta, émue mais déterminée. Cela ne changeait rien dans leur quotidien, mais cela sécurisait juridiquement un lien humain, trop précieux pour rester flou. Ce nouveau départ, ils ne le fêtèrent pas avec des mots grands ou des projets extravagants. Ils continuèrent simplement à vivre, à grandir ensemble, à apprendre à chaque pas. Camille ne fut jamais appelée maman, mais elle était bien plus qu'un rôle figé. Elle était Camille, elle était indispensable, elle était là. Et Louis, dans ce monde enfin apaisé, pouvait être un enfant. Pas un héros, pas un survivant, pas une figure de résilience, juste un enfant, ce qu'il avait toujours mérité d'être.